retracer les questions, mais plutôt donner la parole à Jean-Philippe Méchin du CEREMA, qui a plusieurs questions pour vous. Jean-Philippe? Oui, oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Bonjour, oui. En fait, j'avais une remarque et qui découle sur une question concernant ce qui a été abordé sur disons, l'automatisation, notamment dans le monde aérien, qui, dans un sens, existe déjà depuis longtemps maintenant avec les ILS et le pilote automatique et qui est en train de se renforcer puisque depuis janvier 2020, Airbus a réussi à faire décoller et atterrir des avions, les A350, sans utiliser les ILS, c'est-à-dire sur des aéroports qui n'auraient pas d'équipement sol. Est-ce que parmi nous, autour de la table, quelqu'un serait prêt à rester dans un avion dont le pilote nous dit vous êtes à Marseille, il fait beau jusqu'à Paris, toutes les conditions sont remplies pour que grâce aux équipements sol et aux équipements embarqués de l'avion, eh bien, on puisse faire un vol automatique. Il me semble que peut-être le retour d'expérience de l'aviation peut nous aider pour le retour, pour affronter, entre guillemets, ces questionnements sur la route, où on a peut-être une grande différence, me semble-t-il, c'est que quand on est en vol, tout comme pour un bateau qui est en haute mer, eh bien, en route, en fait, on a des espaces très très larges pour se rattraper s'il y a quelque chose qui se passe. Alors que sur la route, on est comme si on était à l'atterrissage et au décollage ou à l'accostage pour un bateau. Les marges de manœuvre sont relativement étroites puisque la chaussée, la voie en général est de 3 mètres, 3 mètres 50 de large, ce qui fait que le rattrapage doit être assez rapide dès lors que les conditions d'automatisation ne sont plus là. Donc ça, c'était la première remarque et question. Est-ce qu'on apprend de ce qui se passe justement dans l'aviation pour en tirer des conclusions sur la conduite automatisée dans nos voitures? Hervé, Oui, alors comme je l'ai dit encore, les mondes, autant le reconnaître, les mondes terrestres, aériens et maritimes ne se sont pas encore fortement interpénétrés dans l'atelier. Ceci dit, ce genre de réflexion et de transfert d'une situation vers l'autre, c'est quand même ce qu'on utilisait dans l'atelier. Et effectivement, les questions d'acceptabilité étaient aussi au cœur de nos réflexions. Et on prenait en compte ce genre d'éléments, en particulier la réticence aujourd'hui à prendre des risques. Et nous, notre travail, c'était de se projeter dans un monde futur et peut-être d'imaginer un monde dans lequel ces réticences auraient disparu. Voilà. Je ne sais pas si Jean-Claude, tu veux ajouter quelque chose. Non, s'il s'agit des réticences des personnes à rentrer dans un véhicule autonome ou dans un drone autonome ou dans un taxi drone, là, j'ai pas d'éléments. Je pense je pourrais dire, c'est la même chose que si on vous disait, vous allez vous faire opérer de tel truc par un robot chirurgien, mais il n'y a pas de robot, il n'y a pas de chirurgien derrière pour le manipuler. Est-ce qu'on irait volontiers J'ai tendance à dire au début peut-être non, mais et alors, sur ce point-là, je dois dire que ce que j'ai appris des Américains, en discutant avec les experts qui suivaient les expérimentations, c'est que le fait qu'il y ait des expérimentations assez longues, assez nouvelles, assez nombreuses, et que les gens dans certaines villes soient habitués à voir circuler des véhicules autonomes, les accoutumer à les voir, alors pas uniquement sous la forme d'un article avec un accident, mais de trouver finalement que ça devient banal. Autrement dit, les expérimentations n'ont pas uniquement pour objet d'apprendre aux techniciens les types de situations ou des cas d'usage qu'on peut rencontrer, donc améliorer les algorithmes, mais ils ont aussi comme intérêt, si on les
comment dire, sur les publics pas mal, on les rend visibles, d'habituer la population à voir circuler des véhicules, disons, sans chauffeur ou sans quelqu'un qui tienne le volant, pour être plus précis. Il y a toujours quelqu'un, mais pas forcément au volant. Et je pense que c'est une des réponses possibles, c'est plus on fera d'expérimentation, plus les personnes auront l'habitude de voir ces choses-là, comme ils auront l'habitude de voir des robots faire des opérations ou des drones voler. Oui, c'est un peu, me semble-t-il, et Hervé, tu me corriges si je me trompe, mais c'est un peu l'enseignement qu'on a eu avec City Mobile et City Mobile 2 à La Rochelle, où finalement l'acculturation de la population aux navettes autonomes a été un des points qui a montré que à la fin, finalement, les gens avaient l'habitude et n'avaient plus peur de monter. Et même, ils ont développé, entre guillemets, un abonnement nominatif pour éviter que les gens signent la décharge à chaque fois qu'ils montaient quand c'était des habitués qui prenaient la navette. Tout à fait, oui. Ceci dit, le parallèle avec le monde aérien est très riche et rien ne dit que pour ces deux modes de transport, les trajectoires soient les mêmes. On pourrait très bien voir se développer des services urbains à vitesse modérée, très acceptés parce qu'ils rendent service, ils permettent de développer un urbanisme beaucoup plus proche et apaisé, donc avec une très bonne acceptabilité. Et ça ressort un petit peu des expérimentations, comme tu le dis. Et puis, de l'autre côté, une réticence parce que les accidents qui auront lieu seront forcément à forte couverture médiatique et à fort impact. Et voilà, donc on peut très bien avoir des trajectoires différentes suivant les modes. Et il y avait une autre question concernant la livraison urbaine. Alors, ça me permet de rebondir, si tu me permets, Johan. En fait, c'est le lien que tu viens de faire, Hervé, avec l'acceptabilité et la différenciation. Il me semble que pour l'acceptabilité en site urbain, avec des vitesses lentes, on a besoin d'une impulsion politique, entre guillemets, une décision. Et je prenais l'exemple pour interlude, pour la livraison la logistique urbaine. La ville de Strasbourg a décidé d'interdire les livraisons après 10 heures avec des plus de 7 tonnes 5, ce qui a permis de développer une livraison en centre-ville avec des vélos et l'arrivée en fait d'un centre logistique qui est une péniche qui chaque matin vient accoster en plein centre et permet la distribution du dernier kilomètre, non pas à partir d'un centre logistique routier, mais à partir d'un centre logistique fluvial. Et en fait, c'est parce qu'il y a eu une volonté politique de dire on interdit, du coup, il y a des solutions qui se mettent en place. Et est-ce que là, justement, dire on n'a plus d'autosolisme en ville, tout comme on va lutter avec les zones à faible émission contre la pollution urbaine, eh bien, du coup, on va impulser des comportements qui pourraient amener jusqu'à la robomobilité automatisée. Alors, c'était là le sens de ma question. Alors, il y a une réponse, je pense que Hervé pourrait le faire. Il y a une tendance actuelle dans le consommateur, je dirais, à demander beaucoup de rapidité dans sa livraison. C'est-à-dire qu'il y a des offres et des attentes de recevoir. Alors, quand c'est une pizza, on comprend pourquoi on veut un truc en 15 minutes. Pour d'autres choses, il y a des propositions qui sont faites qui tendent à rendre la granulométrie des livraisons quasiment individuelles. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir chaque fois une livraison avec un paquet et la mutualisation risque d'être difficile. Or, l'intérêt de systèmes de logistique urbaine pour réduire en fait la circulation de véhicules de livraison du dernier kilomètre, c'est quand on les mutualise. C'est qu'en fait, quand on arrive à regrouper dans un même véhicule un nombre suffisant de paquets et pas un seul parce qu'on est très pressé. Autrement dit, on a un problème qui naît en fait de cette tendance à vouloir des livraisons extrêmement rapides, donc quasiment instantanées, une tendance qui s'oppose au souci qu'on pourrait avoir d'avoir de la mutualisation de livraison dans des hubs dans lesquels
ou des espaces urbains logistiques dans lesquels les différents transporteurs amèneraient leurs paquets qui seraient ensuite remutualisés dans des navettes de livraison de dernier kilomètre. Et ça risque d'être difficile si cette tendance est maintenue. Ou alors, il faut qu'on arrive à tarifer, à faire de la tarification qui se fasse payer beaucoup plus cher les livraisons extrêmement rapides pour dissuader les gens pour lesquels ça ne serait pas extrêmement utile. On a un problème avec cette tendance-là. Hervé, je te laisse éventuellement compléter, parce que c'est ta spécialité. Moi, ma réflexion serait d'une nature un peu différente après l'intervention de Jean-Philippe, ou à partir de l'intervention de Jean-Philippe, elle serait plus méthodologique. Moi, ce qui me semble intéressant dans l'exemple rapporté de la métropole de Strasbourg, c'est qu'elle a fait quelque chose, elle a posé quelque chose à partir de quoi les lignes ont bougé, la compréhension des systèmes a bougé et certaines choses se sont améliorées, puis peut-être d'autres choses sont apparues qu'il faudrait corriger ou modérer. Et c'était c'était quasiment la dernière phrase de Jean-Claude, et ce n'était pas tout à fait un hasard. Moi, sur le plan méthodologique, ce qui nous intéresse beaucoup dans l'atelier, ce qui m'intéresse beaucoup dans l'atelier, c'est de lier nos travaux prospectifs à des expérimentations, mais des vraies expérimentations d'usage dans lesquelles on ne s'intéresse pas. Bon, moi, j'ai vu, vous y avez participé aussi, ces expériences de navettes autonomes, elles restent encore un peu des expérimentations jouets, et ce n'est pas une critique, hein, c'est pas facile à monter, ça prend du temps, les technologies ne sont pas encore au point, mais moi je me plais à rêver, parce que quand on est prospectiviste, on est entraîné à rêver, je me plais à rêver d'expérimentations un peu plus ambitieuses au niveau des usages, et dans lequel il y a eu un débat de type prospectif, mais ça peut être aussi design thinking ou intelligence collective avec les usagers, et dans lequel on pose bien les problématiques et on expérimente pour tester, on essaye de sortir des résultats qui ont un peu une valeur pour la métropole, pour la nation ou pour la communauté en général. Voilà. Donc c'est plutôt ça que ça m'inspire, c'est très bien ce qu'a fait Strasbourg. Peut-être que d'autres vont dire c'est pas à 10h, c'est à 9h, il faut interdire, ou c'est pas les camions qu'il faut interdire, c'est voilà, c'est ça, ou c'est la mobilité, l'autosolisme qu'il faut absolument réguler, voilà. Mais c'est de faire, et il me semble que l'expérience, puis c'est un peu le sens, je dirais, de la création de l'Agence de l'innovation des transports, c'est un peu le sens du mouvement vers l'innovation auquel participe le ministère, parce que ce n'est pas nous qui le créons, il inspire largement la société, et c'est un peu ce sens-là. Donc, moi, je suis vraiment très intéressé par la déclinaison de ce travaux prospectif dans des ateliers qui prépareraient des expérimentations ou qui suivraient des expérimentations. Nous allons prendre une toute dernière question avant le mot de la fin. Pas de questions? Je passe la parole à Antoine Séguré, président de l'Observatoire régional des transports, pour le mot de la fin. Merci Johan, merci beaucoup messieurs, pour toutes ces informations et toutes ces études prospectives que je trouve passionnantes et qui permettent de commencer à imaginer le monde de demain. Merci également aux équipes de l'ORT pour l'organisation de cette réunion d'experts. Bien désolé une fois encore, mais malheureusement j'ai peur que ça dure encore quelques semaines pour cette réunion en distanciel, et j'espère qu'on pourra très vite reprendre du présentiel pour pouvoir échanger de manière un peu plus conviviale. Moi je retiens plusieurs choses de ce qu'on s'est dit ce matin, et notamment qu'il y a encore un chemin à parcourir avant d'avoir un territoire automatisé, et que ce soit d'ailleurs pour de la mobilité voyageur ou de la mobilité marchandise. Ce qui est passionnant également, c'est que ça adresse l'ensemble des mobilités, qu'elles soient voyageurs, qu'elles soient marchandises, qu'elles soient terrestres, qu'elles soient maritimes, aériennes et même ferrées. Donc c'est totalement en cohérence avec les travaux que mène l'Observatoire. Donc merci encore pour toutes
toutes ces informations ce matin. Sur le champ des incertitudes, on voit qu'il y en a encore beaucoup, qu'elles soient techniques, qu'elles soient d'usage, qu'elles soient d'acceptabilité par les personnes, qu'elles soient peut-être en termes de coûts d'investissement également. Et il faudra les lever et continuer à défricher et à avancer sur ce chemin pour arriver à des circulations un peu façon science-fiction dans nos villes. Mais je note que voilà, on se rapproche de plus en plus de la réalisation et que la fiction s'éloigne de plus en plus. Donc je trouve ça très intéressant. J'espère juste que on n'aura pas la même issue dans la temporalité que le zéro papier. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, on nous avait expliqué qu'en l'an 2000, on serait en zéro papier. Bon, on est 21 ans plus tard, je ne suis pas sûr qu'on soit tous en zéro papier. Donc, on verra sur quelle échéance l'autonomie arrivera. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment passionnant. Donc, avec plaisir pour continuer à échanger, à travailler sur ces sujets au sein de l'Observatoire. Et puis, je vous rappelle que vous aurez accès à la fois à l'enregistrement de cette journée de ce matin et puis à un certain nombre de documentations sur le site de l'ORT. Donc, n'hésitez pas à aller les voir et à les utiliser et à les relire et éventuellement à redocumenter des réflexions au sein de l'Observatoire. Juste un mot pour conclure sur les activités de l'Observatoire. Donc, un programme en 2022 qui j'espère reprendra encore une fois en présentiel et puis qui gardera sa richesse avec un webinaire sur le fret ferroviaire qu'on va positionner dans le cadre du premier trimestre, une réunion d'experts qui elle aussi va être positionnée en début d'année sur la libéralisation du rail, et puis un journal sur l'observatoire de l'Observatoire des transports qui sera lui aussi consacré à ces thématiques ferroviaires, puisque c'est des sujets particulièrement prégnants en ce moment. Voilà, je tiens encore une fois à vous remercier tous pour votre présence ce matin et Johan et les équipes pour l'organisation de cette réunion. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année en espérant que vous allez pouvoir vous ressourcer, vous reposer et vous regonfler d'énergie pour revenir plein d'entrain en 2022 et poursuivre nos travaux, nos réflexions, nos discussions passionnantes autour de la mobilité au sens très large du terme. Merci à tous, très belle fête de fin d'année et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne fête de Merci, fin d'année. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.